Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse de deck des cartes sur table. Moi c'est Otal et aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui a fait des ravages en tournoi la semaine dernière. Je parle évidemment de Boba Fett. Commandement 54 cartes. La decklist n'est pas de nous. C'est Joshua Freeman Birch, dont on mettra le lien blog en copie, qu'il a piloté, qu'il a construit. Et il a fait 11-0 à Manchester, c'est-à-dire le plus gros tournoi de Star Wars Unlimited qu'on ait pu avoir en Europe à ce jour. Et quand je dis 11-0, c'est que sur 11 rondes de BO3, il a perdu que 6 parties. Je vais juste mettre un petit caveat tout de suite, c'est que c'était dans un milieu où il y avait très peu de hard control, très peu de Kira, très peu de Palpatine, très peu de Boba Bleu. Donc faites attention si vous voulez jouer le même deck, vous n'aurez pas forcément le même résultat dans un milieu où le hard control est plus présent. C'est un deck qui est plutôt mid-range, avec quand même un axe control. Il peut conclure les parties très rapidement, mais temporiser si besoin dans certains match-ups. Étonnamment, Sabine ne fait pas partie du match-up où vous voulez temporiser, c'est plutôt un match-up où vous pouvez la prendre de vitesse parce que vous avez pas mal d'options de contrôle pour la ralentir elle tout en vous à l'endroit dans la face. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à jouer au fur et à mesure, mais ça fait partie de ces decks un peu boîte à outils que moi j'adore jouer et qui marchent très très bien. Vous savez, tous ces decks où on vous dit oh, il y a environ 55%, 45% de chances de gagner à chaque fois que vous faites des matchs. Si on arrive à bien piloter ce deck, on peut faire des trucs incroyables. On utilise beaucoup toutes les synergies Underworld et le leader, évidemment, Boba, qui est quand même un des meilleurs leaders du jeu, pour forcer la main de l'adversaire et être plus économe en ressources que lui. Par contre, ça nécessite une très bonne connaissance du deck adverse, parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on veut mettre la pression, quand est-ce qu'on veut attendre, quand est-ce qu'il faut plutôt passer, parce que ça joue beaucoup sur la mécanique de passe, le tempo, etc. Donc c'est vraiment un deck que je ne vais pas conseiller à des joueurs débutants, parce qu'il est assez technique et il nécessite de beaucoup jouer en général, même si les mécaniques qu'on a dedans, je vais faire ce que je peux en tout cas pour vous les expliquer et vous les résumer. Déjà, le leader est la base. Évidemment, le leader Boba Fett, il n'y a plus besoin de le présenter, mais je vais le faire quand même. Leader ruse côté obscur, quand une unité ennemie quitte le jeu, que ce soit élimination ou simplement renvoyé en main par exemple, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas redresser une ressource. Il se déploie à 5 et il a un profil de 4-7. Il faut savoir que pour le moment, c'est le seul leader qui a cette ligne de stats sur un déploiement de 5. C'est une ligne de stats qui est normalement réservée aux leaders qui se déploient à 6. Donc là, déjà, on sentait quelque chose de fou. Quand cette unité termine une attaque, si une unité ennemie a quitté le jeu à cette phase, redressez jusqu'à 2 ressources. Donc vous pouvez, si vous jouez bien, récupérer 3 ressources sur son tour de déploiement. Par exemple, vous allez éliminer une unité adverse, vous l'inclinez, vous reprenez une ressource, ensuite vous le déployez, vous attaquez avec, s'il survit à l'attaque, vous récupérez 2 ressources de plus. Donc vous avez récupéré 3 ressources de plus que votre adversaire. Sur un tour, vous étiez à 5 ressources. Matériellement, vous avez joué avec 8 ressources quand votre adversaire en a joué avec 5. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir, d'autant plus que le deck est construit pour vous permettre de vous déployer un peu plus tôt. Donc, techniquement, vous pouvez faire ça à un tour où l'adversaire a 4 ressources. Pour la base, vous pouvez choisir à peu près n'importe quelle base verte à 30 PV puisqu'elles n'ont pas de règles spéciales. Moi, j'aime bien Nevarro City parce que c'est là qu'il y a la guilde des chasseurs de primes, mais c'est purement de la thématique. Et non, on ne prend pas le laboratoire de conversion d'énergie. Quand vous verrez la decklist, il y a très peu d'unités en fait où ça va bénéficier, comparé à perdre 5 PV. Vous préférerez avoir vos 30 points de vie qu'avoir 25 points de vie et donner embuscade à une unité. Quitte à parler des unités, déjà les unités à coût de 1. Grido, pareil, il fait partie de ces unités qu'on présente plus trop. C'est une 3-1 pour 1. Son intérêt principal, c'est son body et son mot-clé pègre. Vous n'utiliserez très peu son une fois éliminé parce que votre deck comprend beaucoup d'unités et très peu d'événements ou d'améliorations. Donc son effet quand éliminé n'est pas vraiment très rentable. Salacious Crumb qui lui est une très bonne carte du set 2, moi c'est une de mes cartes préférées dans le set 2, c'est un excellent ajout. Il a aussi le mot-clé pègre. Lorsqu'il est joué, vous soignez un dégât de votre base et vous pouvez l'incliner, donc au tour suivant étant donné qu'il arrive déjà incliné, pour le reprendre de votre main et infliger un dégât à une unité. Il y a plein d'intérêts à cette carte. Bon déjà, simplement une carte pour 1 qui vous soigne de 1 avec un buddy 1-3, ça existe sur le board et c'est très dur à gérer pour l'adversaire parce qu'il n'a pas envie de mettre une ressource là-dedans. Mais vu que vous vous soignez, bah bravo. Vous avez quand même gagné un avantage et tant que l'adversaire ne le gère pas, c'est compliqué. Je pense notamment à Sabine avec son effet de leader, où si vous avez Salacious Crumb, bah, c'est que si elle utilise son effet de leader, il n'y a que elle qui va perdre des PV. Donc quand vous faites des courses au point de vie, c'est hyper compliqué pour elle de le gérer. Et elle n'a pas envie de mettre une unité dans le Salacious Crumb pour le gérer, même si ça peut être rentable dans certaines situations, c'est pas son plan de jeu. Et aussi, un de ses intérêts, du coup, ça va être de gagner du temps. Si vous savez pas quoi faire, vous voulez attendre que votre adversaire joue, vous voulez être réactif, vous avez juste à le récupérer en main.
bravo, vous avez utilisé une action, vous n'avez pas passé, et comme ça, vous avez réussi à prendre un peu de temps. Et après, pour une ressource que vous allez regagner avec votre leader potentiellement dans le tour, vous pouvez le rejouer. Bravo, vous avez gagné 2 actions par rapport à votre adversaire. Dans un deck qui a envie d'être réactif et de prendre le tempo, c'est hyper important d'être capable de jauger ces 2 tours-là. Il y a plein de petites synergies avec Salacious Scrum que vous verrez au fur et à mesure que vous jouez le deck. Il y en a certaines sur la partie événement que je vais expliquer, mais il faut aussi noter que son effet, donc lorsqu'il est repris en main, inflige un dégât à une unité. C'est pas forcément une unité adverse et c'est obligatoire. Mais ça peut vouloir dire que par exemple, si vous avez attaqué avec votre technicien de super laser, vous reprenez Salacious Scrum, vous pouvez tuer votre propre technicien de super laser. Ça fait un trick très surprenant pour l'adversaire. Et en plus, quelle tête il a, quoi. Ensuite, à coup de 2, on a des cartes très intéressantes qui viennent du set 2, toujours dans la synergie pègre. La première, c'est Basine Nettal. Basine Nettal, donc une carte contrebande, mais vous allez rarement vouloir jouer en contrebande, à part si vous en avez 2 en main, et que vous préférez jouer sur le tour 1 directement, qui vous permet de regarder la main de l'adversaire, défausser une des cartes, et si vous défaussez la carte, votre adversaire va piocher une carte pour remplacer. Alors déjà, il faut savoir quoi défausser. On a très vite tendance à dire « Ouh là là, je joue contre un adversaire qui a le Dragon de Crate, je vais lui retirer son Dragon de Crate, etc. » Non, le Dragon de Crate, c'est 9 ressources. Faut regarder ce qui va vous embêter sous peu. Si vous cassez la curve d'un adversaire parce qu'il n'a plus de quoi jouer pendant les prochains tours, Basine est hyper rentable. Alors que si vous perdez parce que votre adversaire a réussi à vous battre dans les tours d'après, qu'il n'a même pas eu besoin de jouer son Dragon de Crate, c'est beaucoup plus problématique. Il y a aussi une option qui est de ne pas défausser la carte. Vous pouvez juste regarder la main de votre adversaire, dire « Ouh, il va avoir du mal à jouer ça. Non, bon, on va lui laisser ça. » Et du coup, il ne pioche pas. Et donc, en fait, vous le coincez avec une main pas ouf. Et je sais que le créateur du deck a dit que sur la moitié de ses utilisations de Basine, c'était ce qui se passait, en fait. Faut penser à prendre ce trick au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de défausser. La deuxième carte, c'est le Cloud Rider, qui est aussi une des nouvelles cartes du set. 3-1 pour 2 embuscade. J'adore cette carte aussi, c'est un removal pour 2, sauf que vu que vous êtes Boba Fett, vous reprenez une ressource. Vous pouvez même la jouer tour 1 si vous avez rien d'autre, juste histoire d'avoir un body qui menace quelque chose. Pas grand chose à dire dessus, à part qu'elle est très fiable et très intéressante. Pour les cartes qui coûtent 3, on a Boba Fett. Très sympa, moins efficace dans le set 2 parce qu'avant en fait vous pouviez l'utiliser pour attaquer un leader quand il était incliné. Maintenant les leaders sont considérés comme entrant en jeu maintenant, le tour où ils sont déployés. Donc en fait Boba Fett qui inflige des dégâts à une unité inclinée si elle était déjà en jeu au tour d'avant ne marche plus sur les leaders. Ça reste un body très solide, ça reste un 3-5 et c'est une très bonne carte en général. Ensuite, il y a Cop-Vent. Cop-Vent, pour ceux qui ont vu notre duel, je l'ai utilisé mal dans notre duel Cat Bane. C'est simplement au départ une 3-2 pour 3, mais une fois éliminé, vous cherchez une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de votre deck, vous la défaussez, et pendant cette phase, vous pouvez la jouer gratuitement. En fait, cette carte est hyper polyvalente si vous savez bien la jouer. Elle peut vous donner beaucoup d'options. Déjà, comme on disait, de la temporisation. Vous pouvez l'utiliser pour tuer quelque chose, récupérer une carte que vous allez jouer et qui vous a rien coûté de plus. Et en plus, si c'est un Salacious Scrum, par exemple, vous reprenez le cycle dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez vous en servir pour utiliser une basine et la jouer pour faire défausser les cartes adverses. Vous pouvez l'utiliser pour un Cloud Rider qui va détruire une unité adverse. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités avec Cop-Vent. Et en plus, dans certains match-ups où le contrôle du board va être important, je pense à Sabine, je pense à Anne 2, avoir une carte qui se renouvelle lorsqu'elle est détruite, c'est hyper fort et ça va littéralement changer des parties. Si vous avez cette carte trade d'une unité adverse, mais qu'en échange vous remettez une unité sur le terrain, vous avez gagné au change. Ah oui, et bien entendu, la dernière carte à 3, le technicien de super laser, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une 2-1 qui, lorsqu'elle est détruite, peut entrer en jeu en tant que ressource redressée, contrairement à d'autres cartes de rang, qui peut vous permettre de vous déployer plus tôt, ce qui a une très bonne synergie avec votre leader, parce que soudainement vous pouvez récupérer 2 ressources au lieu d'une dans le tour. C'est intéressant. Faut juste savoir quand et comment la jouer, parce qu'il y a des situations où plus tard dans la partie, c'est une 2-1. Pour le même coup, vous pouvez être une 3-5 comme Boba Fett, ou une 3-2 comme Cop-Vent qui vous permet de mettre une autre unité encore sur le terrain. Donc il faut vraiment réfléchir au timing où vous la jouez et à son utilisation. C'est plutôt une carte que vous allez jouer on curve sur le tour 3 et que vous n'allez plus forcément avoir envie de jouer après. Bosque. Pègre, chasseur de primes, embuscade. Lorsque vous jouez un événement, infligez 2 dégâts à une unité. C'est une carte qui, encore une fois, synergise hyper bien avec le reste du deck. Vous n'avez pas beaucoup d'événements, mais les événements que vous avez, vous voulez les jouer. Votre adversaire ne peut pas ignorer en plus cette unité quand elle est sur le terrain. Lorsque vous le jouez, il peut faire 4 dégâts à quelque chose qui en soi est déjà très fort. Vous avez des options pour le reprendre en main, comme Maclunkey. Et du coup, si vous prenez Bosque avec Maclunkey, bravo, vous avez mis une unité avec embuscade, vous avez géré, vous l'avez tué, vous pouvez payer Maclunkey avec la ressource que vous avez libérée et récupérer Bosque.
Sachant que c'est sur le tour de déploiement du leader, c'est à 5 ressources, donc ça peut très très bien marcher avec un Boba. C'est une excellente carte, je suis content de la voir revenir parce qu'il y a pas mal de gens qui l'avaient remplacé par les Catlum et Zucus, que moi j'aime pas du tout en fait comme package. Et du coup je suis très content de voir le retour de Bossk dans ce setup. Dark Vador, le big boss du set 1, accompagné de Maul. Franchement le big boss du set 2. Les deux cartes Valset, elles n'ont pas la même utilisation, mais ce sont vos finishers. C'est deux des trois plus grosses cartes que vous avez dans le deck. Elles arrivent le même tour. Dark Vador va avoir pour but de vous faire grandir le board en gérant une unité avant. Maul, lui, va mettre des grosses baffes à l'adversaire. C'est une 7-6 embuscade débordement. Et lorsqu'il attaque, vous pouvez mettre les dégâts qu'il a subis sur une autre unité pègre que vous avez. Et encore une fois, il y a la synergie Maclunkey qui vous permet potentiellement, une fois que vous avez fait ça, de le récupérer en main, de faire 3 dégâts à une autre unité, et au tour d'après, votre adversaire sait qu'il y a de nouveau une 7-6 embuscade débordement qui lui tombe dessus. C'est un des meilleurs finishers que vous avez, et le deck est bien construit pour avoir pas mal de pègres pour réussir à la temporiser, juste à l'aider à survivre, sachant que après il y a un monde où vous acceptez qu'il prenne des dégâts, votre adversaire doit quand même le gérer plus tard. Et enfin, le marcheur de renfort. Une fois joué en attaque, regardez la carte dessus de votre deck, soit vous piochez la carte, soit vous la défaussez et vous soignez 3 dégâts de votre base. Pareil, c'est un gros body, 8 ressources, qui peut vous soigner ou vous faire piocher. Il faut juste prendre en compte quand vous décidez entre piocher la carte et vous soigner, est-ce que la carte que vous piochez est équivalente à 3 dégâts? Si c'est une carte qui, lorsque vous la piochez, vous permettra de vous épargner 3 dégâts à la base, c'est intéressant de la piocher. Sinon, la défausser et soigner 3 dégâts sera souvent plus rentable. Ensuite, les unités spatiales. Ce deck est moins fort en spatial qu'en terrestre. Déjà, le V-Wing en patrouille. Une 1-1. Une fois joué, piochez une carte. Je dis, mais quel est l'intérêt de cette carte? Eh bien, vous le verrez pendant les événements et le sideboard. Mais aussi, tout simplement, c'est juste que c'est une unité qui va embêter l'adversaire, que l'adversaire a pas envie de gérer parce que potentiellement, en fait, s'il la gère, il perd du temps et des dégâts sur votre base, et vous avez un petit truc qui va ping à 1 et qui en plus vous fait piocher une carte. Le défenseur de la 7ème flotte. 3-2 pour 2 protégé, donc avec bouclier. Elle peut gérer les A-Wing, elle peut gérer donc d'autres vaisseaux qui sont un peu moins résistants. Son bouclier en fait quelque chose de très compliqué à gérer pour la plupart des decks, qui réussissent à détruire le bouclier et ensuite faire les 2 dégâts. C'est juste un peu moins fort si vous la jouez par exemple face à des decks comme N2, Kira, qui peuvent avoir des cartes qui donnent des -2, -2, mais ça reste une excellente carte qui vous permet de prendre la tempo et qui force l'adversaire à faire 2 actions pour vous gérer une carte qui ne vous a coûté qu'une action. Et enfin, le Fire Spray de Fett, 5-6, une fois joué, vous le redressez si vous contrôlez Boba Fett ou Jango Fett. Excellente carte, ça peut faire 5 dégâts le tour où vous la jouez. Vous avez potentiellement Maclunkey pour la reprendre en main. Vous pouvez la rejouer derrière selon les ressources qui vous restent, potentiellement que vous avez redressé avec votre leader. C'est un des gros finishers du deck et c'est le finisher spatial principal du deck. C'est une menace que votre adversaire va être obligé de gérer. Il est obligé de savoir que ça va arriver. Vous jouez Boba Fett, vous avez forcément le Fire Spray, mais il sait que tant que vous avez 6 ressources, vous pouvez lui mettre 5 dégâts à la base, et il est obligé de jouer autour de ça. Ensuite, les événements. On en a très peu dans le deck, mais le premier, j'en ai parlé plusieurs fois, Maclunkey. Maclunkey, c'est une des nouvelles cartes du set. Pour 1, vous prenez une unité pègre amie non leader, vous la renvoyez en main et vous infligez 3 dégâts à une unité de votre choix. C'est une des cartes que vous allez adorer avoir dans plein de match-up. Déjà parce qu'elle va être gratuite dans plein de situations pour vous. Je prends l'exemple, vous jouez votre Grido, il a coûté 1. Votre adversaire va jouer une unité. Vous jouez Maclunkey, vous récupérez Grido, 3 dégâts à cette unité adverse, qu'elle soit terrestre ou spatiale, donc potentiellement quelqu'un vous met un A-Wing en spatial, vous pouvez le tuer. Vous êtes Boba Fett, vous avez redressé votre ressource, vous rejouez Grido. Vous avez remis une carte sur le board en détruisant la carte adverse, vous avez déjà gagné le tempo. Et ensuite, il y a tous les effets, une fois joués, qui peuvent être refaits. Je pense notamment à celui de Bazine, où vous pouvez continuer à enchaîner la défausse, genre vous jouez Bazine, Maclunkey, vous rejouez Bazine derrière, défaussez la main de l'adversaire et vous lui retirez toutes les cartes vraiment menaçantes. Ça sert aussi de soin, puisque les unités blessées, lorsqu'elles reviennent en main, perdent des dégâts, donc vous pouvez rejouer les unités, par exemple votre Maul, il a pris 5 dégâts dans un trade, vous le reprenez, la prochaine fois que vous le jouez, ce sera de nouveau une 7-6. Et après, il y a le combo avec Bossk. Vous jouez Bossk, embuscade, 4 dégâts. Vous avez redressé une ressource parce que vous avez décidé de viser une cible un peu faible. Vous redressez une ressource. Maclunkey, vous reprenez votre Bossk, il a été soigné, mais lorsque vous jouez un événement, vous infligez 2 dégâts à quelque chose. Du coup, entre Maclunkey et Bossk, vous venez d'infliger 5 dégâts à une unité, ou 3 et 2 dégâts selon le nombre de cibles adverses. C'est sur le tour de déploiement du leader, vous pouvez réattaquer avec votre leader, vous aurez 2 ressources, vous pouvez poser l'armure de Boba dessus. C'est des timings à prendre, c'est hyper intéressant à jouer, mais c'est hyper menaçant. J'adore cette carte, elle est trop drôle.
Et elle marche trop bien. Même prendre un Salacious Scrum en main, des fois, ça peut faire une blague à l'adversaire, parce que du coup, vous le rejouez derrière, et bravo, vous êtes soigné de 2, vous avez fait 3 dégâts, et vous avez quand même le body sur le terrain. Donc, il y a toujours des trucs à faire avec Macmonkey. Ensuite, mort, il ne me sert à rien. C'est une des cartes qui est plus là dans le main deck selon votre méta. Là, c'est une carte qui est très forte contre les Boba, parce que ça fait que le leader va pas pouvoir bouger pendant 2 rounds. C'est fort contre les Sabines, parce que du coup, même si elle a le Dark Saber, elle peut pas attaquer. Mais si votre méta est plutôt penche plutôt vers Anne 2 ou autre, on en parlera au moment du sideboard, mais il y a d'autres cartes que vous pouvez mettre à la place de cette carte-là. Réapprovisionnement. Donc ça, c'est une des cartes qui vous permet de ramp, et c'est une des cartes qui vous permet de déployer votre leader un tour plus tôt. Par contre, vous allez rarement vouloir en jouer plus de une. Vous l'avez en x3 dans le deck uniquement parce que vous voulez la piocher, mais vous voulez pas la jouer 3 fois. Une fois que vous êtes arrivé au tour de déploiement de leader, tout ce que vous voulez faire, c'est mettre des menaces, mettre des menaces, mettre des menaces. On a réapprovisionnement, on a le technicien de super laser, ils sont juste là pour vous permettre d'arriver plus tôt autour de votre leader. Mais une fois que le leader est déployé, vous avez de toute façon tellement de moyens de tricher avec les ressources que vous n'avez pas besoin de continuer à ramp. Donc, ce sont des cartes que vous pouvez transformer en ressources manuellement, dans le sens en fin de tour. Vous avez un rapprovisionnement en main, voilà, c'est une ressource de plus. Et enfin, barrage dévastateur. Donnez plus de unités ennemies pour cette phase, puis elle inflige des dégâts égaux à sa puissance à répartir comme vous voulez, entre n'importe quel nombre d'unités. La seule petite subtilité qu'il faut bien mémoriser, c'est que les dégâts que vous infligez sont simultanés, donc vous pouvez pas faire un dégât unité à bouclier, puis 4 dégâts derrière pour la tuer par exemple. C'est encore une carte qui se joue sur le tour de déploiement de votre leader. Votre leader boosté va mettre des grosses baffes, va permettre de clear le board de façon très menaçante, et en plus, vu que votre leader, une fois qu'il attaque, il récupère de ressources, vous avez encore de ressources pour jouer avec. Et enfin, les améliorations. Le Blaster DL44 de Virtuose, nouvelle carte du set 2. Vous vous dites, bah, c'est une carte rouge, qu'est-ce qu'elle fait dans le deck? Eh bien non, en contrebande, c'est une carte qui est ruse. Donc vous pouvez la mettre en contrebande, et en plus, si vous la jouez en utilisant contrebande, vous attaquez avec l'unité attachée, pour plus 2, plus 0. C'est un remplacement de l'attaque surprise, sauf que ce qui est hyper intéressant avec, c'est que du coup c'est une ressource. Donc vous avez vos mains disponibles, et après vous avez le blaster qui vous donne plus d'options selon la situation, qui peut faire une surprise à votre adversaire a défaussé votre main parce qu'il joue Anne ou Ray, bah tant pis, vous avez comme le blaster qui vous permet de mettre une baffe sur sa base et lui faire plus de dégâts. Donc, excellente carte à bien utiliser encore une fois. L'armure de Boba Fett en x3, vous voulez l'avoir et vous voulez que votre adversaire soit obligé de la gérer ou de gérer votre Boba avec cette armure. Pour 2, plus 2, et à chaque fois que des dégâts doivent lui être infligés, vous prévenez 2 de ces dégâts. Ça rend tous les trades et tous les removals qui ne sont pas des removals immédiats, comme par exemple la chute du rival, complètement inutiles. Votre adversaire, pour vous infliger 2 dégâts, doit mettre une unité qui a 4 d'attaque, ou en ouvrir le feu, ou des choses comme ça. Cette carte est hyper solide, vous voulez la claquer sur votre leader dès que vous pouvez. Et enfin, le réacteur dorsal, vous l'avez en un seul exemplaire. C'est juste une carte qu'on a envie d'avoir en contrebande, qui vous permet donc de donner un jeton bouclier à l'unité attachée, et de lui donner plus 2, plus 0. Par exemple, maintenant vous avez votre leader. Votre adversaire va l'attaquer une première fois. Vous savez que s'il fait ça, c'est pour préparer le terrain, pour lui mettre à ouvrir le feu, pour lui mettre une deuxième unité dedans. Vous jouez le réacteur dorsal, que ce soit de contrebande ou de votre main. L'unité va avoir le bouclier, donc là vous venez de casser le tour de votre adversaire. Main de départ et mulligan. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre main de départ? Déjà le réapprovisionnement. Le réapprovisionnement, c'est une carte où juste l'avoir et pouvoir la jouer au tour 3, ça va vous booster votre game à un niveau stratosphérique. Parce qu'en fait, c'est ce qui vous permet de déployer votre leader plus tôt, et votre leader est le meilleur leader du jeu, ou en tout cas un des meilleurs leaders du jeu. C'est une menace que l'adversaire va être obligé de gérer. Donc si vous arrivez à le déployer un tour plus tôt, c'est incroyable. Le réapprovisionnement, vous essayez de l'avoir. Le deck est construit pour que vous ayez une chance sur 2 de l'avoir après un mulligan. Donc c'est normal si vous ne l'ayez pas à chaque fois. Mais c'est vraiment une des cartes. Basine est aussi une carte qu'on est toujours très content de voir en main de départ, parce qu'elle vous permet, comme on disait tout à l'heure, de casser la curve de l'adversaire et de bloquer ce qu'il a envie de faire. Très intéressant à jouer, ça vous fait aussi un petit body pour le tour 2, ça vous permet donc de gérer un peu des unités, d'avoir une cible potentiellement pour Macmonkey, qui est aussi une carte que vous aimez avoir en main de départ. Et donc, c'est une carte qu'on est toujours content de jouer très tôt, et d'ailleurs qui est intéressante soit très tôt, au moment du mulligan et au moment des premiers tours, soit très tard et rarement en milieu de partie, parce qu'en fait son body est très faible, donc en milieu de partie vous avez plutôt tendance à vouloir jouer des plus grosses unités. Macmonkey, je l'ai présenté tout à l'heure, j'adore cette carte, c'est une des cartes que vous voulez avoir, vous voulez encore plus l'avoir dans un match-up Sabine ou dans un match-up qui a envie de contrôler le board, parce que justement en combinaison avec une Basine, avec un Grido, vous pouvez gérer les menaces adverses, qu'elles soient terrestres ou spatiales, dès le premier tour. Et en plus, comme on disait, utiliser 2 fois le 1 fois joué, donc très bonne carte à avoir.
Et Grido, je l'ai mis là principalement parce que je trouve qu'il a une très bonne synergie avec Makonki et que le fait d'avoir une 3-1 sur le board une fois que vous avez géré l'adversaire, c'est toujours bien en fait. Et ça vous permet aussi de récupérer une ressource, trade quelque chose, de récupérer une ressource. Donc c'est une bonne carte à avoir, mais il faut vraiment garder en tête que la carte que vous voulez absolument, c'est le réapprovisionnement. Et enfin, j'avais mis le Blaster parce que c'est une ressource contrebande et que son intérêt est d'être mis en ressource dès le début. Donc si vous l'avez en main, pensez bien à le mettre en ressource. Essayez pas de le jouer normalement parce qu'il vous coûtera 3, parce qu'il n'est pas dans les affinités du deck. Donc c'est une très bonne carte à avoir en main de départ, justement pour avoir une ressource et pas avoir à trop réfléchir à quelle carte vous voulez sacrifier. Le sideboard. Déjà, un troisième mort, il ne me sert à rien. Et 3 guet-apens. Ces cartes-là, c'est des cartes que vous allez surtout rentrer contre Sabine, parce que c'est des cartes qui vous permettent de ralentir son plan de jeu tout en n'empêchant pas le vôtre d'accélérer. Au contraire, guet-apens, comme on le disait tout à l'heure, vous permet de renvoyer une unité dans la main de son propriétaire. Donc vous gagnez une ressource avec votre leader. Donc ça, c'est vraiment des cartes que vous avez envie d'entrer dans des match-ups un peu plus aggro. Abattre le dragon va vous coûter 6 parce qu'elle est hors affinité. Mais c'est une carte qui vous permet de gérer des menaces adverses, notamment dans le miroir, le Fire Spray. Et au final, vous avez payé 6 ressources pour tuer le Fire Spray. Vous en avez regagné une ou deux selon si votre leader est déployé ou non. Et l'adversaire a aussi payé 6 ressources pour le jouer. Donc au final, vous êtes à égalité, voire avec un avantage. Donc c'est pas gênant de la jouer hors affinité. Le retour de Palpatine, vous allez le jouer dans des match-ups très spécifiques, notamment Rey et Anne, parce qu'ils jouent beaucoup sur la mécanique de défausse, et donc vous allez juste défausser votre Dark Vador, votre Maul, et plus tard, quand vous aurez 6 ressources, retour de Palpatine, vous avez pu jouer grâce à ça votre Maul et votre Vador un tour plus tôt. C'est très très fort pour prendre de la tempo, et ça va un peu forcer aussi vos adversaires, s'ils savent que vous avez cette carte dans le deck, soit à pas jouer les cartes de défausse, soit à changer le plan de jeu et à devoir jouer autour. Ce qui peut être très compliqué parce qu'on commence à vouloir jouer autour de tout. On peut plus jouer du coup de tout. L'autre match-up dans lequel c'est intéressant, ça va être les match-up contrôle qui vont jouer sur la value de fin de game. Notamment contre Kira, contre les autres decks contrôle, je pense à Palpatine, même à Boba Bleu, Boba Vigilance. Parce qu'en fait, votre adversaire va devoir gérer les 3 Maul, les 3 Vador, et artificiellement, vous en avez 2 de plus. C'est vraiment juste une question de faire dépenser plus de ressources à l'adversaire que ce qu'il peut en sortir. Et enfin, choisir un camp. C'est une carte qui vous permet de choisir une unité ami non leader et une unité ennemi non leader, et vous les échangez leur contrôle. Votre adversaire vient de jouer sa carte clé, par exemple un Dragon Crate. Vous avez, sur le terrain, une petite unité 1-1, comme le patrouilleur dont on parlait tout à l'heure. Pour cette ressource, donc potentiellement 7 dégâts à votre base, on est bien d'accord, vous venez de lui donner une 1-1 et de prendre un Dragon Crate. C'est vraiment une carte pour les decks qui ont des gros finishers, des grosses unités hyper brutales. Vous leur donnez une petite unité qui n'a pas d'intérêt en fin de game. Un Salacious Crumb, une Basine, un patrouilleur, et vous prenez son unité clé. Face à Rey, face à Anne, vous prenez le Luke Skywalker. Bravo, vous avez non seulement retardé l'adversaire, mais en plus maintenant il va devoir gérer une menace supplémentaire. J'ai déjà pris cette carte dans la tête alors que je m'y attendais pas, et franchement, ça a un impact de fou. Donc voilà, c'est vraiment une carte à rajouter dans ces match-ups plus value, plus late game. Donc vraiment Anne, Control, Rey. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était, je parlais des morts, il ne me sert à rien, et je vous disais qu'on pouvait jouer sur cette carte-là dans le main. Vous pouvez prendre à peu près n'importe lesquelles de ces cartes-là, qui sont les 10 cartes du sideboard, les rentrer dans votre main deck à la place des morts, il ne me sert à rien. Si dans votre méta local, ça s'y prête bien. Par exemple, si vous savez que votre méta local, il y a pas mal de Anne et pas mal de deck control, vous pouvez sortir les morts, il me sert à rien, et jouer le retour de Palpatine en main deck. Comme ça, au moins, vous êtes beaucoup plus préparé à jouer contre ces decks-là. Si vous savez qu'il y a beaucoup de Boba, vous pouvez peut-être ajouter un abattre le dragon et retirer un mort, il ne me sert à rien. Parce que mort, il ne sert à rien est quand même très intéressant contre Boba. C'est une carte que vous avez envie de jouer pour empêcher son leader d'attaquer, parce que vous n'avez pas forcément le moyen de gérer l'armure de Boba en fait dans le deck. Donc, faut réfléchir à ce que je vous ai dit sur dans quel match-up les jouer, à votre méta actuelle, et après vous adaptez, vous faites votre petite tambouille dans le deck principal. Deck principal, que voilà. Le lien sera dans la description pour ceux qui veulent le tester ou ceux qui veulent juste regarder plus en détail les chiffres du deck. Vous remarquerez qu'il a 54 cartes, le deck. C'est normal, c'est parce que le joueur qui a créé le deck part du principe que c'est un deck toolbox, c'est une boîte à outils, il y a plein d'options dedans. Il voulait avoir accès à toutes ces options, et en fait 54 cartes, c'est le chiffre auquel vous avez toujours une chance sur deux de piocher une carte que vous avez en 3 exemplaires au mulligan. Donc
On est sur vraiment du calcul mathématique un peu compliqué, où on se dit, ouh là là là, il allait chercher loin. Et du coup, c'est ça qui prouve que justement, il y a réfléchi. Il s'est pas borné à rester sur ses 50 cartes. Il a dit, moi, je peux aller à 54 parce que je veux plus d'options. Au-dessus de 54, je perds les chances de gagner la carte qui me permet de gagner beaucoup de match-ups, c'est-à-dire réapprovisionnement. Donc voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup. J'ai pu le tester un petit peu, j'ai trouvé ça très drôle, très fluide. Le joueur qui le pilote très très bien, et vous pouvez chercher sur internet, il y a les matchs en ligne, quelques matchs en ligne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, que vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. En tout cas, on sort du contenu toutes les semaines sur Star Wars Unlimited, que ce soit des duels, des reveals, des analyses des reveals, etc. Donc si vous aimez le jeu et que vous aimez notre contenu, bah, bienvenue parmi nous et à la prochaine. Ciao tout le monde.